L'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est le début du procès de Patrice Allègre à Toulouse, l'un des tueurs en série les plus redoutables de ces dernières années en France. Il comparaît officiellement pour les meurtres de 5 femmes et le viol d'une 6e. Vous avez l'impression d'être un bouc émissaire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Des crimes et des peines. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour nous pencher sur une affaire qui a ému beaucoup de Français, le drame de Pau. Pour cela, aujourd'hui, nous accueillons Maître Joly, avocate pénaliste, et le professeur émérite El Kernigui, spécialisé en droit de la responsabilité pénale. Bonjour mesdames. Bonjour Claire. Bonjour Claire, bonjour à tous et merci de me recevoir. En effet, le drame de Pau a laissé de nombreuses questions en suspens. Pour y voir plus clair ce soir, nous allons nous intéresser à la nuit du meurtre. La nuit du 17 décembre au 18 décembre 2004, dans le service de gériatrie de l'hôpital psychiatrique de Pau, 2 aides-soignants ont été tués. En effet, Lucette Gariot, une aide-soignante de 40 ans, a été égorgée et Chantal Kimaleski, une infirmière de 48 ans, a été décapitée par un jeune homme de 21 ans, Romain Dupuis, un ancien patient de l'hôpital, laissant derrière lui sur la scène de crime des empreintes de pas taille 43, des petites vis dorées et même des gouttes de son propre sang. Pourtant, le criminel n'est pas arrêté tout de suite. C'est bien cela, mère ? Alors oui, vous avez tout à fait raison. En fait, ça va seulement être le 28 janvier 2005 que Romain Dupuis va être arrêté. Donc, il va être arrêté le soir à 23h, il me semble. Il se baladait dans la rue et va croiser une brigade anticriminalité. Cette brigade va s'approcher pour procéder à un contrôle de routine. Bon, bien sûr, Romain Dupuis venait de fumer une quinzaine de jours environ, donc va refuser de s'y plier et sortir une arme. Et va faire feu à 3 reprises sur cette brigade. Bon, par chance, c'était une vieille arme, donc personne n'a été blessé, car elle s'est enrayée. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est que Romain Dupuis va être placé en garde à vue, et que suite à cette garde à vue, il va subir des prélèvements ADN. Et ces prélèvements ADN vont correspondre point par point aux traces de sang retrouvées sur la scène de crime. Donc, Romain Dupuis, face à l'indéniable, va avouer son crime, et va pouvoir apporter de façon très sereine des détails précis sur les indices retrouvés sur la scène de crime. Donc vous avez tout à l'heure évoqué les vis dorées. Donc les vis dorées, en fait, c'était pour se protéger d'éventuels chiens qui auraient été présents sur la scène de crime. L'empreinte de basket taille 43 était les siennes. Donc voilà, donc on est face à un individu qui avoue tout et qui est extrêmement perturbé. Sa mère va nous raconter que dès l'âge de 9-10 ans, donc très jeune, il va être l'auteur de dessins macabres, de têtes coupées. Il aurait embroché un lapin, il aurait fait exploser des têtes de poisson rouge. Donc un jeune homme vraiment, vraiment très perturbé. Ses amis, ses proches parlent d'un jeune homme qui parle seul, qui parle à une tierce personne invisible. Donc vraiment très, très perturbé. Donc il va être très vite diagnostiqué schizophrène paranoïde. Donc dès son enfance, il va être suivi par des psychiatres, des pédopsychiatres. Et donc, quand on voit ce type d'individu, on se dit que sur le papier, il s'apparente à la folie et qu'il a toutes les conditions remplies pour bénéficier d'une exonération de responsabilité pénale. Mais bon, ça c'est le professeur El Kernigui qui vous en parlera, car c'est son domaine. En revanche, faut quand même noter plusieurs anecdotes assez macabres. Donc, quand il a été retrouvé, Romain Dupuis avait les cheveux attachés avec une colonne vertébrale de raton laveur. Vous ne l'avez pas évoqué tout à l'heure, mais après avoir décapité l'infirmière, il a déposé sa tête sur le poste de télévision. Donc vraiment des choses qui peuvent paraître impensables et inhumaines. Quoi qu'il en soit, Romain Dupuis avait fait l'objet d'un suivi, mais juste après la sortie de l'hospitalisation donc, du centre psychiatrique de Pau, il avait volontairement décidé d'arrêter son traitement et l'avait remplacé par la prise de cannabis. Donc sa mère avait alerté le personnel soignant, mais manifestement rien n'a été fait. Mais alors, une fois qu'il a avoué, pourquoi n'a-t-il pas été jugé ? Pourquoi n'est-il pas allé en prison ? Alors,
Ce qu'il faut bien comprendre quand on est face à des individus comme Romain Dupuis, qui ont des antécédents psychiatriques, c'est que la justice doit s'assurer qu'ils savent pourquoi ils sont là, qu'ils savent ce qu'ils ont fait et ce pourquoi ils sont accusés. C'est pour ça que Romain Dupuis a d'abord fait l'objet d'un mandat de dépôt, mais il a très vite été transféré dans une unité psychiatrique fermée à Cadillac en Gironde. Mais pourquoi est-il placé en unité psychiatrique? Pour être soigné? Alors oui, d'une part pour recevoir des soins dont il a besoin, mais d'autre part parce que la justice reconnaît qu'il représente un danger pour la société. Pour que vous compreniez bien, c'est l'équivalent d'une détention provisoire, mais pour des personnes souffrant de pathologies psychiatriques. Et à la seule différence qu'ils ne sont pas dans l'attente d'un procès ou d'un jugement, mais d'une expertise permettant à qualifier la qualité de leur discernement au moment des faits. En effet, cette question est absolument cruciale parce que c'est ce qui va déterminer l'établissement ou non de leur responsabilité pénale. Donc, concernant Romain Dupuis, cette expertise s'est faite en 2 temps. Donc tout d'abord, le 1er juin 2005, le docteur Chanceau a conclu qu'au moment de la commission des faits, le discernement de Romain Dupuis n'était qu'altéré. Et donc, dans cette hypothèse, la responsabilité pénale de Romain Dupuis peut être retenue. En revanche, 1 an plus tard, un autre collège d'experts a conclu que le jeune homme avait un discernement aboli au moment des faits et a donc conclu à l'irresponsabilité pénale. Donc cette décision, elle a fait énormément débat et elle a mené à de nombreuses contre-expertises qui ont toutes mené, encore une fois, à une abolition du discernement de Romain Dupuis au moment des faits. Donc le procureur de la République à l'époque requiert un non-lieu qui a été accordé par le juge d'instruction malgré l'incompréhension de beaucoup de personnes au sein de l'opinion publique et notamment de notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Les familles des victimes interjettent appel évidemment de ce non-lieu et le procès de la décision a duré 3 jours. Donc il faut bien comprendre que c'est le procès de la décision du non-lieu et non le procès du crime commis par Romain Dupuis. Quand bien même il est quand même présumé innocent. Donc durant ces 3 jours d'audience, Romain Dupuis va s'exprimer et va évoquer, raconter froidement ce qui, selon lui, s'est passé la nuit du meurtre. Il aurait dit, je cite, « J'y suis allé d'instinct. Il avait dans les poches des petites vis dorées, persuadé que des chiens pourraient l'attaquer. En entrant dans l'hôpital, il se dit se prendre pour Predator, un personnage de jeu vidéo, et sort un long couteau. Il explique en mimant les coups de couteau, 3 fois dans l'abdomen, après j'ai ouvert la porte, il y avait une deuxième dame, je l'ai poignardée de la même façon. Je suis revenue sur mes pas, la première dame avait disparu. Je l'ai retrouvée un peu plus loin, et j'ai cru que c'était un serpent qui allait m'avaler, ou même un mort-vivant. Je l'ai coincé entre les 2 portes coupe-feu et je lui ai sectionné la tête. » Un discours qui paraît complètement incohérent, d'autant plus qu'aucune plaie n'a été relevée sur l'abdomen d'aucune des 2 victimes. Alors, maître, que décide la cour d'appel? Donc, la cour d'appel va confirmer l'ordonnance de non-lieu psychiatrique sur le fondement de l'article 121-1 du Code pénal. Donc, le tueur Romain Dupuis est coupable des faits qu'il a commis, mais ne sera pas jugé pour ce qu'il a fait. Donc, il faut bien comprendre qu'il ne passera jamais devant la justice pour ce meurtre et que la justice va se dessaisir de son cas et le mettre entre les mains de la médecine. Merci Maître Joly pour cette restitution des faits précis et d'avoir décrypté pour nous la situation compliquée de cette soirée au regard de vos connaissances d'avocate. Merci à vous, Claire. Faisons appel maintenant au professeur El Carnegie, maître de conférence et spécialiste en responsabilité pénale. Bonsoir maître, pouvez-vous nous expliquer pourquoi une personne peut avouer son crime et rester impunie? Alors oui, tout à fait. Pour être jugé, il faut être responsable. Et donc la responsabilité permet de répondre à la question « Qui peut être jugé ?» Pour comprendre ça, il faut s'imaginer qu'à la commission de l'infraction, c'est-à-dire à la commission du comportement prohibé, l'auteur est par principe responsable et doté de discernement. C'est ce qu'on appelle l'imputabilité. On peut donc le juger sans problème une fois qu'il est reconnu coupable. L'exception, c'est l'incapacité, c'est-à-dire lorsque des preuves de l'incapacité de l'auteur à discerner si ce qu'il fait est bien ou mal sont rapportées. On base donc la responsabilité pénale sur ce qu'on appelle le libre arbitre de l'auteur au moment de la commission des faits. Et en d'autres mots, la responsabilité pénale, c'est la capacité à répondre de ses actes et pour l'avoir engagé, il faut être coupable et imputable, c'est-à-dire capable de discerner le bien et le mal
Et c'est précisément cette question qui fait débat dans l'affaire de Romain Dupuis. Comme l'a dit Maître Joly, il a été diagnostiqué schizophrène. Et la question est d'établir sa responsabilité au moment des faits. On se demande donc si ce dernier était, oui ou non, capable de discerner la gravité de ses actes. Le non-lieu psychiatrique laisse à penser que non. Mais on dit que la maladie œuvrait à travers le corps du meurtrier, et c'est clairement les mots des experts lors de la deuxième expertise psychiatrique. Ils ont dit qu'il n'était pas lui-même et qu'il appartenait à sa maladie. En entendant ça, on est clairement devant la difficulté d'appliquer l'article 121-1 du Code pénal qui dispose « Nul n'est responsable que de son propre fait », parce que là, en l'occurrence, on dit que c'est pas son propre fait, mais celui de la maladie. Comme nous l'avons vu, Romain Dupuis était un enfant perturbé qui torturait les animaux, entre autres, ce qui est, nous le savons, un signe avant-coureur de ces comportements. Alors, le système du droit pénal n'aurait-il pas pu prévenir de tels comportements ? Alors, en principe, non. Par définition, le droit pénal libéral est un droit de l'après, c'est-à-dire que la machine pénale ne se met en place que lorsque l'infraction est pleinement consommée et commise. Il ne peut pas agir avant pour des raisons de liberté. En revanche, on a certaines théories du droit pénal qui se sont penchées sur la question et il peut sembler intéressant de les voir dans le cas de l'étude de ce meurtrier. Par exemple, la doctrine positiviste avance que l'homme n'est pas libre, mais déterminé. C'est-à-dire qu'il est déterminé par son environnement et donc qu'il ne choisit pas s'il peut ou pas agir. Et donc si on part de là, si on part du fait que l'homme n'est pas libre, que ses actes sont préétablis par des facteurs physiques ou physiologiques qui sont internes à sa personne, ainsi que par des facteurs exogènes qui sont donc externes tels que l'environnement, le milieu familial, le milieu social, on en vient à la conclusion qu'il agit malgré lui. Et donc s'il agit malgré lui, la peine est complètement inutile, elle ne servirait à rien dans ce cas. Et les positivistes répondent à cette question en apportant la réponse suivante. Pour eux, l'État doit se protéger des criminels. Et donc Lombroso, un des pères de cette théorie positiviste, qui est un scientifique italien, avance dans son ouvrage L'homme criminel que les criminels nécessitent non pas une punition, mais un traitement. Et donc, il prône des mesures qu'on appelle antédelictum, c'est-à-dire avant le passage à l'acte, afin de protéger au mieux la société des éventuels agissements de tueurs comme Romain Dupuis. Mais le droit pénal actuel, libéral et en l'état actuel des choses, a choisi une autre voie, celle de déterminer la marche à suivre en fonction du discernement de l'auteur. Donc, le non-lieu en l'espèce, il se base sur ce qu'on appelle une cause d'irresponsabilité subjective, c'est-à-dire tournée vers l'auteur, donc pas objective comme l'ordre de la loi par exemple, mais vraiment tournée vers l'auteur. Et cette irresponsabilité subjective, c'est le trouble mental dans ce cas-là. Et donc le trouble mental abolit le discernement et donc le contrôle des actes de Romain Dupuis au moment des faits. Est-on sûr de cette abolition du discernement ? Alors, selon les experts, la réponse est quasiment unanime. 8 sur 9 ont décidé que le discernement était totalement aboli. Et ce mot aboli est très important, mais je laisse Maître Joly revenir là-dessus plus tard. Avant ça, je pense qu'il serait pertinent de s'intéresser aux actes volontaires que le tueur a commis avant le drame. Il a été fait état d'un arrêt de traitement volontaire et d'une prise de substances illicites, elle aussi volontaire. En principe, comme on l'a vu tout à l'heure, les causes subjectives d'irresponsabilité s'intéressent à la personne de l'auteur. Et ils prennent donc en compte le fait que ce dernier ne contrôle plus ses actes au moment des faits à cause du trouble mental. Si le trouble mental, dans notre cas, est bien prouvé parce que Romain Dupuis est bien diagnostiqué schizophrène, l'exacerbation de ce trouble par 1. La prise de substances illicites, 2. L'arrêt du traitement, n'est pas exonératoire de responsabilité. Donc, en effet, si le malade a conscience de son état, il est tenu à un certain devoir de prudence et il doit prendre un certain nombre de précautions. Et quand il y a une faute, en l'espèce il y en a deux, comme je vous l'ai mentionné, l'arrêt
des médicaments et la prise de drogue, ce dernier peut être condamné pénalement. Et en principe, le trouble physique ou neuropsychique, le trouble psychique ou neuropsychique relève du domaine médical. Et le juge, pour en faire son appréciation, va requérir une expertise médicale, mais il n'est pas obligé de suivre l'avis des experts. Cette question du discernement va être traitée avec l'étude du trouble mental de l'individu et c'est en fonction de ça que la responsabilité pénale sera engagée ou non. Merci professeur. Maître Jeu, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différences entre altération et abolition du discernement et quelles en sont alors les conséquences sur la responsabilité pénale? Alors, l'altération du discernement intervient quand on estime que la personne au moment des faits n'était pas pleinement consciente de ce qu'elle faisait. Contrairement à l'abolition, où comme son nom l'indique, on estime que le discernement était aboli au moment des faits, c'est-à-dire que l'individu n'avait absolument pas conscience de ce qu'il faisait et qu'il n'était pas capable de se rendre compte de ses actes. Cette distinction, elle est fondamentale parce qu'elle va permettre de déterminer la responsabilité ou non de l'individu. Il suffit de se référer à l'article 122-1 du Code pénal qui dispose en son premier alinéa « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Quant à l'altération, on se réfère au paragraphe 2 et on remarque que la conséquence est tout autre, puisqu'on peut punir les individus cette fois et l'acte peut faire l'objet d'une condamnation. Donc, la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Donc, il est très important de faire cette distinction entre altération ou abolition du discernement et l'altération permet également d'alléger la peine d'un tiers pour des peines privatives de liberté et réduit la réclusion criminelle à perpétuité à 30 ans. Donc c'est là qu'on prend pleinement conscience de l'importance de la qualification du discernement, notamment dans cette affaire. Les éléments volontaires mentionnés en amont jettent le doute sur la décision de non-lieu rendu. Et à la lumière des éléments que vous venez de nous apporter, maître, on a envie de vous poser une question. Et les victimes dans tout ça? Le droit pénal ne s'intéresse pas ou peu à la victime. Son rôle à lui, c'est de protéger l'ordre public et les valeurs qui sont les siennes. Il est presque entièrement tourné vers la personne de l'auteur, mais il est vrai que l'enclenchement de la procédure pénale est souvent, même si ce n'est pas indispensable, le fait volontaire ou involontaire d'une victime. C'est parce qu'on a un mort qu'on va se mettre à chercher le coupable. Et je peux tout à fait comprendre l'idée selon laquelle le fait de rendre un non-lieu dans un cas comme celui-ci, c'est nier la justice et nier quelque part le meurtre de cette infirmière et de cette aide-soignante, mais l'indemnisation des victimes et de leurs proches, c'est la branche du droit de la responsabilité civile et cette responsabilité civile intervient au moment du procès. S'il n'y a même pas de procès, que fait-on des victimes? Cette affaire a véritablement interrogé la société quant au sort des personnes reconnues malades psychiatriquement et irresponsables de leurs actes. Alors, que doit-on faire d'elles? Doivent-elles ne pas être punies? Doivent-elles échapper à la peine ou doivent-elles être sanctionnées? Alors on le sait, leur place est dans un hôpital psychiatrique pour recevoir des soins. Le simple fait qu'ils n'aient pas été capables de discerner au moment des faits rend toute peine inutile. Il n'y a pas d'intérêt à punir quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a fait. À supposer qu'une leçon soit à tirer d'une peine. À quoi bon punir quelqu'un si le coupable ne sait même pas pourquoi il est là? La société ne peut pas demander à ces individus de faire preuve d'amendement. Donc, il est indéniable que leur place est en hôpital psychiatrique et pas en prison. Cependant, il existe un problème fondamental, c'est le vide juridique qu'il existe autour de leur situation. En effet, ils représentent un danger évident pour la société et ils doivent être surveillés. Pour cela, les plus dangereux de ces malades sont internés en unité pour malades difficiles, appelée UMD, pour y être soignés. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, à moins que leur internement n'ait été le fruit d'une décision de justice réclamant la perpétuité, ils sortent une fois que leur état est jugé stable. Le problème, c'est que dans la période suivant la libération de l'hôpital psychiatrique, ces individus ne font l'objet que d'un très faible suivi, voire même inexistant. On l'avait vu, Romain Dupuis, après sa sortie de l'hôpital psychiatrique, n'avait pas été suivi et avait pu librement choisir d'arrêter ou non de prendre son traitement.
Et malgré les appels répétés de sa mère, rien n'a été fait. Donc c'est là que le législateur doit intervenir, c'est là que le législateur doit prendre des mesures pour encadrer ces situations. Donc on ne peut pas revenir sur le fait que leur place n'est pas en prison, on ne peut pas revenir sur le fait que leur place est en hôpital psychiatrique ou en UMD, mais ils doivent faire l'objet d'un suivi et d'une surveillance accrue. La société ne peut pas entendre que des individus, bien que malades, ayant commis de tels actes, soient en liberté, sans suivi, alors qu'ils font preuve de comportements dangereux. La société ne peut prendre un tel risque. Alors, tout à fait. Et la responsabilité même de ces médecins qui, au même titre qu'un juge qui refuserait de juger pourrait voir sa responsabilité engagée pour un déni de justice, ont refusé de soigner celui qui en avait besoin et ils auraient pu voir leur responsabilité engagée. Dans le cas de Romain Dupuis, la question du déni de soins se pose réellement. D'ailleurs, une interview me vient à l'esprit, celle du substitut du procureur lorsqu'il requiert le non-lieu. Il dit au juge, je le cite, « Votre décision ne peut pas être dictée par la question de protéger la société. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous ne pouvez pas glisser du terrain de l'abolition du discernement au moment des faits à son altération sur ce motif-là. » Quand il parle du motif, il parle du choix du tueur de se diriger vers l'unité de gériatrie, donc là où il avait le plus de chances de rentrer sans se faire entendre, puisque c'est le lieu d'habitation de personnes âgées. Et il semblerait que le juge voulait passer de l'abolition totale à l'altération sur justement le fait que Romain avait choisi de rentrer dans le service gériatrique. Or, sa remarque sur le rôle du juge, qui n'est pas celle de protéger la société, semble, au regard du droit pénal, erronée, parce que c'est principalement le rôle du droit pénal et le rôle du juge, garant de la sécurité juridique et de la bonne application de la justice, que de protéger la société. Et c'est justement en cela que le législateur doit intervenir pour que la législation du droit pénal ne constitue plus de vide juridique concernant les personnes malades. Il paraît impératif que le législateur prenne conscience de ces difficultés et que la loi, qui est à l'origine du droit pénal et de ces infractions, soit établie en conséquence pour protéger la société et les individus malades afin de préserver l'ordre public, la vocation première du système pénal. Merci pour vos interventions et pour vos informations précieuses. Cette affaire n'est malheureusement pas la seule et nous fait penser à l'affaire tristement célèbre de Vincent Grimler. Souvenez-vous, cet adolescent qui tue ses parents et est reconnu irresponsable pénalement. Aujourd'hui, Vincent Grimler est volontairement dans un hôpital psychiatrique, mais rendez-vous compte qu'il peut sortir à tout moment, sans qu'aucun traitement ne lui soit prodigué. Ces deux affaires sont proches, notamment par le jugement qui leur est apporté. Elles laissent ouvert le débat sur l'irresponsabilité pénale de ces tueurs fous et sur le délaissement de la société. Suite à ce drame et au documentaire qui a suivi, la justice a assumé ses responsabilités face à ces personnes que la prison ne peut pas accueillir et que les hôpitaux ont du mal à canaliser. La procédure pénale a donc apporté une évolution majeure en mettant en place la loi du 25 février 2008 qui concerne la rétention de sûreté et la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La solution antérieure à cette loi n'était pas pleinement satisfaisante dans la mesure où celui qui est atteint d'un trouble mental au moment des faits se voyait bénéficier d'une ordonnance de non-lieu. La frustration engendrée par les victimes laissait une image insatisfaisante de la justice. Ainsi, cette nouvelle loi instaure un cadre et une marche à suivre pour le juge se trouvant face à un criminel dont le discernement aura été aboli pour cause de trouble mental grâce aux articles 706-119 et 706-120 du Code de procédure pénale. En effet, lorsque l'article 122-1 alinéa 1er du Code pénal est applicable et que le criminel est reconnu coupable des faits reprochés, les juridictions de jugement sont autorisées par la chambre d'instruction à déclarer l'irresponsabilité pénale. La victime peut ensuite demander le renvoi devant le tribunal correctionnel afin d'engager la responsabilité civile qui, elle, ne peut être abolie pour cause de trouble mental et ainsi recevoir des dommages et intérêts. Des mesures de sûreté sont également mises en œuvre à l'encontre, cette fois-ci, des personnes déclarées responsables pénalement pour cause de trouble mental, c'est-à-dire
ceux dont le discernement a été altéré et non aboli. Il s'agit dans ce cas de l'hospitalisation d'office. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Des crimes et des peines pour évoquer la sombre affaire de Vincent Grémière.